13 juin 1584. La place du marché de Nuremberg bouillonne d'impatience. Sous un soleil d'été qui frappe les tuiles et les pavés, une foule s'est rassemblée dès l'aube. Des commerçants qui ont déserté leurs étals, des mères qui portent leurs enfants sur les épaules, des bourgeois qui se penchent depuis des balcons loués pour quelques pièces privilégiées. Les pauvres s'entassent derrière les clôtures de bois, cherchant un espace d'où ils peuvent voir le spectacle. Tous partagent la même impulsion, assister à la justice. Au centre de l'échafaud, un homme reste immobile. Sa silhouette se distingue par l'éclat métallique de son épée, si propre qu'elle reflète le ciel. Franz Schmidt ajuste ses gants rouges avec un calme rituel, comme un chirurgien se préparant à une opération. Face à lui, attaché à une roue de bois géante, se trouve Hans Vogel, accusé de meurtre et de vol sur les chemins. Ses bras et ses jambes, tendus entre les rayons de l'instrument, attendent la séquence que le bourreau a mémorisée avec une précision mathématique. Le murmure de la foule s'éteint peu à peu. Même les vendeurs ambulants cessent leurs cris. Dans ce silence suspendu, on n'entend que le chant d'un oiseau lointain et le grincement du fer. Schmidt lève la barre d'acier avec des mouvements ni hâtifs ni hésitants. Il l'a déjà fait plus de 360 fois et 30 autres l'attendent encore. Chaque coup a un ordre, une intention. D'abord les tibias, puis les cuisses, puis les bras. Chaque os brisé maintient un peu plus longtemps la conscience du condamné, afin que la douleur remplisse sa fonction, montrer à tous le prix du péché. Le premier coup résonne sec, comme la coque d'une noix qui se brise. Le corps de Vogel s'arque et un gémissement s'échappe entre ses dents. La foule expire à l'unisson. Certains détournent le regard. La plupart se penchent en avant, hypnotisés. Le bourreau ne montre aucune émotion. Sa respiration est constante. Ses yeux suivent le rythme de sa propre loi. Entre chaque coup, il marque des pauses exactes. Non par pitié, mais parce que le règlement l'ordonne. Chaque intervalle permet au condamné de prier, de confesser ses fautes et d'offrir sa souffrance comme un sermon public. Lorsque le dernier os se brise et que la vie s'éteint, Schmidt pose la barre sur son épaule. La foule éclate en murmures. Certains le traitent de monstre, d'autres de héros. Mais personne n'ose douter de sa précision. À Nuremberg, la justice est un spectacle. Et Schmidt, son maître de cérémonie. Pendant 45 ans, il répétera cette danse macabre. Il exécutera 394 personnes de ses propres mains et en torturera des centaines d'autres. Il sera l'homme le plus craint et, paradoxalement, le plus nécessaire de la ville. Les enfants traverseront la rue en le voyant passer. Les adultes éviteront de prononcer son nom. Et pourtant, quand le crime exigera vengeance, tous se tourneront vers lui. Ce que personne ne sait, c'est que ce même homme, qui maîtrise la mort avec une exactitude d'horloger, garde un secret. Dans l'intimité de sa maison, loin du regard des juges et des curieux, Franz Schmidt écrit. Il note d'une écriture petite et ordonnée chaque exécution, chaque punition, chaque cri. Jour après jour, il remplit les pages d'un carnet relié en cuir. Il ne le fait ni par vanité ni par repentir. Il le fait parce qu'il a besoin d'enregistrer l'ordre qu'il a imposé au chaos. Ce journal, caché pendant des siècles, révélera plus tard une vérité troublante. Que la cruauté la plus terrifiante n'est pas celle qui crie, mais celle qui est exercée avec sérénité. Dans ces pages, il n'y a pas d'émotion, seulement des dates, des noms, des méthodes, et parfois un bref commentaire sur le crime. Il ne juge pas, il ne se justifie pas. Il exécute et écrit, tout simplement. C'est ainsi que commence l'histoire du bourreau le plus sanglant de l'histoire. Un homme qui a appris à tuer avec dévotion, qui a transformé la barbarie en précision, et qui finirait contre toute logique par se racheter à travers la vie. 100 ans avant que les lumières électriques n'éclairent l'Europe, le destin se dictait encore avec du sang. En 1553, dans un village appelé Hof, un bûcheron nommé Heinrich Schmidt entendit 3 coups à sa porte. C'étaient les envoyés du conseil local. Ils apportaient une décision déguisée en offre. Le bourreau du village était mort, et quelqu'un devait prendre sa place. Heinrich fut choisi. Refuser signifiait la trahison, et la trahison, la mort.
Cette nuit-là, tandis que son épouse pleurait en silence et que ses enfants dormaient, l'homme comprit que le malheur s'était installé pour toujours dans sa maison. À partir de ce moment, sa famille fut marquée par la loi du bourreau, servir la justice sans jamais lui appartenir. Dans les registres officiels, son nom figurait toujours parmi les citoyens, mais dans la vie quotidienne, il ne l'était plus. Les pièces de monnaie qu'il touchait devaient être lavées avant de circuler. Les églises fermaient leurs portes à son ombre. Ses enfants ne pouvaient épouser personne de pur, ni entrer dans des guildes ou des métiers honorables. C'était une condamnation héréditaire, une chaîne invisible qui se transmettait comme une maladie. Un an plus tard, en 1554, naquit Franz Schmidt. Son destin était scellé avant même qu'il n'ouvre les yeux. Il serait bourreau ou il ne serait rien. Il grandit dans une maison à la périphérie de Nuremberg, stratégiquement située. Assez proche pour qu'on l'appelle en cas de besoin, mais assez loin pour ne pas contaminer la ville. De sa fenêtre, il voyait les champs, les chemins et, au-delà, les tours sur lesquelles il ne pourrait jamais poser le pied. Son enfance fut une leçon constante d'exclusion. Les autres enfants ne pouvaient ne pas jouer avec lui, non par mépris, mais par une loi non écrite. « Le fils du bourreau porte malheur », murmuraient les mères. Au marché, les vendeurs retiraient leurs mains quand il approchait des pièces. Lors des fêtes, s'il piétinait accidentellement un espace de danse, les musiciens arrêtaient la mélodie et quelqu'un nettoyait le sol avec de l'eau bénite. Malgré l'humiliation, Heinrich s'efforça de lui donner une éducation. Aucune école n'acceptait le fils d'un bourreau. Alors, il engagea des tuteurs privés. Franz apprit à lire et à écrire, à calculer et à observer, à comprendre l'anatomie humaine à travers les livres que son père obtenait en contrebande. Il avait l'esprit d'un érudit pris au piège dans le corps d'un paria. Un jour, lors d'une foire, il fut reconnu et expulsé de l'enceinte. On le poussa, on lui cracha dessus, et ensuite, comme si cela ne suffisait pas, on lava le sol où il était tombé. Ce jour-là, à peine âgé de 10 ans, il comprit qu'il n'avait pas le choix. Il pouvait fuir et devenir vagabond, mourir à la potence comme un délinquant, ou accepter le destin que la loi lui avait imposé, tuer pour gagner le droit d'exister. Mais Franz ne choisit pas la résignation, il choisit la perfection. S'il devait être bourreau, il serait le meilleur. Non par orgueil, mais par survie. S'il ne pouvait pas gagner le respect par son sang, il le gagnerait par son habileté. À 12 ans, il commença son apprentissage formel. Il observait son père exécuter, prenait des notes, mesurait les mouvements du corps humain, comptait les battements qui précédaient la mort. Il ne voyait pas de barbarie, mais un système. Chaque coup, un calcul. Chaque mort, une leçon. Ainsi naquit sa détermination. Là où d'autres voyaient l'horreur, il voyait une science. Là où le monde voyait un maudit, il commença à forger la figure du maître de la mort. L'apprentissage de Franz Schmidt commença bien avant qu'il ne brandisse une épée. Son père, Heinrich, le forma avec la sévérité d'un maître et le silence d'un condamné. Il n'y avait ni cri, ni sermon, seulement la routine précise de celui qui savait qu'une erreur pouvait coûter plus qu'une vie. Les leçons débutèrent dans l'étable, entre animaux sacrifiés et outils de fer. Là, le jeune Franz apprit à observer comment la chair se sépare de l'os, comment le sang jaillit selon l'endroit de la coupe, comment la respiration change juste avant de s'éteindre. C'était une éducation anatomique déguisée en métier. Il s'entraînait avec des citrouilles et des sacs de sable pour renforcer son bras. Son père l'obligeait à lever l'épée pendant des heures, sans trembler, jusqu'à ce que ses muscles brûlent. « Un bourreau ne tremble pas », lui répétait-il. Lorsqu'il put enfin la tenir sans fatigue, il commença à entraîner sa précision. Il devait couper une corde suspendue sans effleurer le nœud, ou diviser une tête de porc d'un seul coup net. Cette discipline ne laissait aucune place au doute ni à la pitié. À 15 ans, Franz accompagna son père à sa première exécution officielle. C'était un matin froid à Bamberg, et le condamné était un voleur récidiviste. Franz n'était pas là pour agir, mais pour observer. Chaque détail fut gravé dans sa mémoire. La posture du détenu, le tremblement de ses genoux, le silence du public lorsque le bourreau s'avança avec la hache. Puis, le son du coup. Bref,
et finale. Personne n'applaudit, personne ne parla. Seul le corbeau sur le clocher rompit l'air de son croassement. Ce fut sa première vraie leçon. La mort était un acte de précision, non un spectacle. Au cours des années suivantes, il perfectionna sa connaissance du corps humain. Il se procura des manuels d'anatomie, rares et chers à l'époque, et étudia les muscles du cou, les vertèbres, le flux sanguin. Il comprit que chaque corps offrait une résistance différente et que l'art du bourreau consistait à la prévoir. En même temps, il commença à lire des textes de droit et de théologie. Il voulait comprendre non seulement comment on tuait, mais pourquoi. Cela le différenciait des autres. La plupart des bourreaux étaient des hommes rudes, recrutés parmi les criminels ou les marginaux. Schmitt, en revanche, cherchait méthode, compréhension, contrôle. Son père l'examina en secret avant de le laisser affronter le public. Il l'emmena dans une clairière de la forêt avec un animal fraîchement égorgé. Il lui ordonna de lui séparer la tête d'un coup. Franz échoua d'1 centimètre. Heinrich ne dit rien. Il lui tendit simplement une autre épée. La deuxième tentative fut parfaite. « Maintenant, tu peux regarder les hommes dans les yeux quand ils meurent », dit le père. C'était son approbation, le rituel de passage. Le 1er mai 1573, Franz, âgé de 19 ans, exécuta son premier condamné. Leonhard Russ, voleur et meurtrier. La place était bondée. Son père, à quelques pas derrière, observait en silence. Le jeune homme s'agenouilla à côté du détenu, lui demanda pardon, comme le dictait la tradition, et attendit sa réponse. « Je te pardonne », murmura le condamné, et cette phrase transforma l'acte en un étrange sacrement. Franz inspira profondément, leva l'épée à la hauteur exacte, pas un pouce de plus, et abattit le coup. La tête roula proprement, sans résistance. Le public retint son souffle. Son père acquiesça une seule fois. Ce jour-là, l'apprenti devint maître. La précision avait vaincu l'horreur. Le jeune Schmitt avait compris quelque chose qui l'accompagnerait toute sa vie. La mort, bien exécutée, pouvait être un acte d'ordre, voire de miséricorde. Tandis que d'autres voyèrent du sang, il voyait de la symétrie. Tandis que d'autres craignaient l'obscurité, il apprenait à s'y mouvoir avec sérénité. Dès lors, son nom commença à circuler parmi les juges et les villes voisines. Une réputation était née. Le fils du bourreau maudit était devenu l'exécuteur parfait. Au fil des années, Franz Schmitt cessa d'être un simple exécuteur pour devenir un érudit de son propre art. Tandis que d'autres se contentaient d'obéir aux ordres, il transforma la mort en une procédure quasi scientifique. Son épée, longue de 42 pouces d'acier allemand, n'était pas une arme de guerre, mais un outil de précision. Avant chaque exécution, il la révisait avec soin, touchait le fil avec le pouce, cherchait les imperfections invisibles, huilait le métal avec des mélanges que lui seul connaissait. Il ne faisait pas confiance à la chance, il faisait confiance à la pratique. Chaque exécution était pour lui une expérience. Il notait les conditions, le poids du condamné, la température, la direction du vent, même la texture du bois sur lequel le détenu s'agenouillait. Si le coup n'était pas parfait, il enregistrait les détails pour les corriger la prochaine fois. Léger tremblement dans la respiration de l'accusé retardait le coup d'une demi-seconde. Ainsi naquit la méthode Schmitt. Exactitude, sérénité, observation. Sa renommée grandit au point que les villes voisines le réclamaient pour les cas les plus importants. Non seulement parce qu'il garantissait une fin rapide, mais parce qu'il comprenait qu'une exécution n'était pas seulement une punition, c'était une représentation. Le peuple devait voir la justice en action, sentir son poids, apprendre de la souffrance d'autrui. Schmitt maîtrisait cet équilibre entre l'horreur et la solennité. Ce fut lui qui introduisit des innovations qui semblaient insignifiantes, mais qui changèrent le métier pour toujours. Il ajusta la hauteur de l'échafaud selon sa stature pour maintenir l'angle idéal du coup. Il plaça un petit bloc de bois sous le menton du condamné pour éviter les mouvements brusques. Et surtout, il développa une technique psychologique. Avant chaque décapitation, il parlait à voix basse au détenu, lui expliquant calmement ce qui allait se passer. Il découvrit que la sérénité du condamné influençait la tension musculaire du cou et par conséquent, la netteté de la coupe. La peur pouvait dévier la lame, l'acceptation facilitait la mort. L'une de ses exécutions les plus commentées fut celle de Hans Vogel, fils d'un patricien. Le jeune homme tremblait en montant les marches, incapable de soutenir le regard. Schmitt descendit, le prit par le bras et lui parla pendant plusieurs minutes. Personne n'entendit ses paroles, mais quand Vogel remonta, il marchait droit.
Il mourut avec une sérénité que le public confondit avec du courage. Seul Schmitt savait que c'était le résultat du calme, non du courage. Toutes les morts n'étaient ni propres ni rapides. Certaines exigeaient un spectacle prolongé, une punition qui devait s'ancrer dans la mémoire de tous. Alors, l'épée reposait, et la roue, le feu ou la corde prenaient le devant de la scène. Schmitt n'appréciait pas ces exécutions, mais il les réalisait avec la même précision. Chaque coup, chaque pose, obéissait à une règle. Son objectif n'était pas de causer de la douleur, mais de faire respecter la loi. Et la loi, au XVIe siècle, exigeait une douleur visible. L'instrument le plus redouté était la roue. Il ne s'agissait pas seulement de briser des os, mais de le faire dans un ordre qui prolongeait la conscience. Trop de force et le détenu mourait aussitôt. Pas assez, et le public s'impatientait. Schmitt apprit à mesurer l'impact exact pour maintenir la victime en vie le temps stipulé. Il avait transformé la torture en une chorégraphie. Les chroniqueurs de l'époque le décrivent comme une figure inquiétante, visage serein, mains fermes, voix posée. Un homme qui, au milieu du chaos de l'exécution, semblait plus juge que bourreau. Son autocontrôle fascinait autant qu'il terrifiait. Certains disaient qu'il n'avait pas d'âme, d'autres que son âme était trop lourde pour se briser. Mais le plus étonnant n'était pas sa technique, mais sa discipline mentale. Après une journée de mort, il rentrait chez lui, se lavait les mains avec du vinaigre et de l'eau de rose et s'occupait de son jardin. Les mêmes mains qui coupaient trop des têtes le matin taillaient des fleurs l'après-midi. Son épouse se souviendrait de lui comme d'un homme silencieux, presque doux, qui parlait d'anatomie comme un médecin et de justice comme un prêtre. Franz Schmitt ne voyait pas dans son métier une condamnation, mais une fonction. Il croyait que la précision pouvait purifier l'horreur, qu'une mort sans souffrance était une forme de pitié. Dans son esprit, chaque exécution était un devoir accompli avec honneur. Il ne tuait pas par cruauté, mais par ordre, non par haine, mais par méthode. Et pourtant, plus il perfectionnait sa technique, plus il comprenait le poids de ce qu'il faisait. Dans son journal, entre les enregistrements de noms et de dates, apparaissaient de temps en temps de courtes phrases. Le garçon avait mon âge. Il priait d'une belle voix. Il mourut sans pleurer. De petits éclairs d'humanité qui révélaient que derrière l'exécuteur impeccable, il existait toujours un homme. Si dans l'histoire de Franz Schmitt, il y a un chapitre où la justice se confond avec la cruauté, c'est celui-ci. Les femmes occupaient une place spéciale dans le théâtre du châtiment, non par leur nombre, mais par la manière dont la société décidait de les punir. Pour les hommes, la potence. Pour les femmes, la honte et le feu. Le bourreau ne choisissait pas la méthode, il ne faisait que l'exécuter. Mais ses mains furent témoins de la brutale inégalité qui régissait les lois de son temps. En mars 1576, Schmitt dirigea l'une des exécutions les plus terribles de sa carrière. La victime s'appelait Anna Perrin, une jeune servante accusée d'infanticide. Son crime, avoir accouché en secret et tué son nouveau-né. Le châtiment fut le plus symbolique et cruel imaginable. La poena kulei. On l'attacha dans un sac en cuir avec 3 animaux vivants, un chien, un coq et un serpent, et on la jeta dans la rivière Pegnitz. L'eau se referma sur elle, tandis que les animaux enragés la mordaient et la griffaient à l'intérieur du sac. La foule observa en silence comment les bulles montaient jusqu'à disparaître. Schmitt nota dans son journal « Anna Perrin, pour infanticide, noyée selon la coutume, le corps retrouvé 3 jours plus tard. » Rien de plus. Pas un mot d'horreur, pas de jugement, juste un fait, froid comme l'acier de son épée. Mais le bourreau n'était pas aveugle. Dans beaucoup de ses annotations sur des femmes condamnées, apparaissaient des détails qu'il ne consignait pas pour les hommes. Servante violée par son maître, veuve avec 6 enfants, contrainte par la nécessité. C'était sa manière silencieuse de reconnaître l'injustice sans la défier. La loi n'admettait pas la compassion, mais l'homme derrière l'épée, si. Les crimes des femmes étaient des différents, et les châtiments aussi. Les adultères étaient rasées en public, couvertes de tuniques de honte et obligées de parcourir les rues, tandis que les gens les insultaient. Les sages-femmes accusées d'avortement ou de sorcellerie étaient pendues par les poignets, interrogées avec des fers rougis jusqu'à confesser l'impossible. Et quand le feu s'allumait pour les sorcières,
le bourreau était celui qui devait approcher la torche. Schmitt accomplissait son devoir, mais avec un geste que peu remarquaient, avant d'allumer le bûcher, il dissimulait une corde fine autour du cou de la condamnée et la serrait au moment où la fumée l'enveloppait. C'était son dernier acte de miséricorde, une mort rapide avant la lente asphyxie des flammes. À une occasion, en 1590, il exécuta 3 générations de femmes d'une même famille, grand-mère, mère et fille, accusées de sorcellerie. Dans son journal, il écrivit « Anna Eberlin, 60 ans, Catherine, sa fille, 38 ans, Margaret, 17 ans, toutes ont confessé après l'interrogatoire, feu abondant, grande satisfaction du peuple. Les mots sont impersonnels, mais les témoins racontèrent une autre histoire. La plus jeune cria le nom de sa mère jusqu'à ce que la fumée l'étouffe. Schmitt ne l'écrivit pas, mais il s'en souvint toujours. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 42 femmes qu'il décapita, la moitié furent accusées d'avoir tué leurs propres enfants. La plupart étaient des servantes enceintes par leur patron, abandonnées, désespérées. Dans la société de Nuremberg, la pauvreté était un péché et la maternité hors mariage, un crime. Les lois ne punissaient pas la cause, mais la conséquence. Et ainsi, une femme qui accouchait en secret et commettait un acte désespéré était traitée comme un monstre. Les exécutions féminines se déroulaient à l'aube, lorsque la lumière était faible et le public plus restreint. C'était une fausse démonstration de pudeur, une tentative de préserver la décence même dans la mort. Les condamnés étaient autorisés à se couvrir d'un voile et à recevoir la communion de nonnes plutôt que de prêtres. Mais ces gestes n'effaçaient pas la brutalité du spectacle. Franz Schmitt voyait en chacune de ces femmes la face la plus triste de la justice, celle qui punit la faiblesse comme si c'était la méchanceté. Son métier lui interdisait de parler, mais sa plume laissa des traces. En marge de son journal, il nota à côté du nom d'une servante, non coupable de méchanceté, mais de misère. Cette phrase, cachée parmi des centaines d'exécutions, révèle plus de compassion que n'importe quel discours. Dans ses dernières années comme bourreau, il confessa à un assistant qu'il préférait exécuter des hommes. « Les femmes, dit-il, crient différemment. » Il ne le disait pas à cause de la douleur, mais à cause de la manière dont ce cri traversait l'âme. C'était le son d'une injustice que même le bourreau le plus méthodique ne pouvait racheter. Nuremberg, au XVIe siècle, n'était pas seulement une ville, c'était une scène où le pouvoir se représentait à travers la souffrance. Chaque exécution était une pièce soigneusement répétée. Les juges, les prêtres, les soldats et même les vendeurs faisaient partie du rituel. Le peuple n'assistait pas seulement pour punir un criminel, il assistait pour se rappeler qui commandait. Dans ce théâtre de la peur, Franz Schmitt était l'acteur principal, l'instrument visible d'une autorité invisible. Le conseil municipal comprenait parfaitement la valeur de chaque spectacle. Une mort publique valait plus que 100 décrets. À une époque où il n'y avait ni journaux ni tribunaux d'appel, l'échafaud était la voix de l'État. Les exécutions étaient programmées avec précision. Les voleurs communs mouraient les jours de marché, lorsque la foule était la plus nombreuse. Les grands criminels attendaient des semaines, jusqu'à ce qu'une structure spéciale soit érigée sur la place centrale. L'heure, le temps et même la musique des tambours étaient choisis. Tout devait transmettre le contrôle. Franz Schmitt participait à cette chorégraphie avec la discipline d'un fonctionnaire. Il n'improvisait pas. Il supervisait la construction des estrades, vérifiait la stabilité de la plateforme et l'angle du soleil pour que son épée brille au moment exact. Parfois, il conseillait de reporter une exécution si le ciel menaçait tempête ou si le vent pouvait dévier la fumée d'un bûcher vers les spectateurs. Il comprenait qu'une justice mal montrée pouvait se retourner contre ceux qui l'imposaient. La précision de Schmitt transformait l'horreur en cérémonie. Entre ses mains, la violence se transformait en message politique. La décapitation rapide symbolisait l'efficacité du pouvoir. La torture prolongée avertissait que le crime était un défi à l'ordre divin. Les pauses pour la prière, les silences calculés, le mouvement de l'épée sous la lumière, tout servait à renforcer l'autorité du Conseil. Il était, sans le savoir, un pionnier de la propagande. Son journal, en plus d'enregistrer les morts, était aussi un fichier administratif. Chaque nom, chaque date, chaque méthode représentait une preuve que l'État avait rempli son devoir. Avec le temps, ces registres devinrent des documents officiels, cités lors de réunions impériales comme preuve de justice.
La froideur avec laquelle Schmitt écrivait n'était pas seulement la sienne, c'était celle du système. Pour les autorités, chaque exécution était un nombre dans une comptabilité de la peur. Mais derrière cette machinerie parfaite se cachaient des contradictions impossibles à dissimuler. La ville qui avait besoin de son bourreau le méprisait. Schmitt ne pouvait pas entrer par la porte principale de l'hôtel de ville, ni s'asseoir dans une taverne aux côtés des hommes qui le payaient. Son argent, considéré impur, devait être lavé avant de circuler. Et pourtant, sans lui, l'ordre s'effondrerait. Il était le gardien du système et, en même temps, son prisonnier. Les jours d'exécution se transformaient en foires improvisées. Vendeurs de pain et de vin se mêlaient aux pèlerins, aux curieux et aux commerçants. Les enfants observaient, les mendiants priaient, les marchands concluaient des affaires entre cris et prières. La mort était une distraction, une leçon et un commerce. Nuremberg prospérait tandis que ses citoyens tremblaient devant l'exemple. Schmitt comprenait que la peur était une monnaie aussi précieuse que l'or. Il savait que le spectacle devait être juste assez terrible pour maintenir l'ordre, mais pas assez pour susciter la compassion. « Une exécution mal faite peut créer un martyr », écrivit-il un jour dans son carnet. C'était sa façon d'avertir que la violence incontrôlée pouvait se retourner contre le pouvoir qui l'ordonnait. Sa réputation le transforma en une figure consultée par le Conseil pour les affaires légales et médicales. On l'appelait « maître de justice », bien qu'on ne le regardât jamais dans les yeux. Dans sa solitude, Schmitt commença à comprendre que le vrai pouvoir n'était pas de tuer, mais de contrôler la signification de la mort. Chaque tête coupée, chaque corps brûlant, rappelait à tous que l'État était omniprésent. Et pourtant, au fil des années, ce système commença à se fissurer. Les rumeurs d'hérésie, les guerres religieuses et l'avancée de nouvelles idées remirent en question la légitimité du châtiment public. Tandis que l'Europe s'acheminait vers la raison, Schmitt continuait à répéter les rites du Moyen Âge. C'était un homme entre deux mondes, le dernier bourreau de l'ancien ordre et le premier témoin du nouveau. À 60 ans, Franz Schmitt était déjà une légende. En 4 décennies, il avait exécuté près de 400 personnes et puni des centaines d'autres. Pour les citoyens, sa figure était le visage même de la justice. Pour lui, ce n'était qu'une ombre qui l'accompagnait depuis l'enfance. Après chaque coup parfait, après chaque tête tombée, il ressentait un vide qu'aucune reconnaissance ne pouvait combler. Il avait maîtrisé l'art de la mort, mais commençait à se demander s'il lui restait encore quelque chose de vivant en lui. Son journal, qui pendant des années fut un registre méticuleux d'exécution, commença à se transformer. Entre les lignes froides apparurent des notes étranges, presque humaines. Le garçon chanta avant de mourir. La femme pria pour son fils. Il ne méritait pas le feu. De petits éclairs de compassion qui se faufilaient comme des fissures dans l'armure de son métier. Le bourreau qui avait appris à effacer ses émotions commençait, sans le vouloir, à sentir. Ce fut alors que son corps commença à lui réclamer son dû. Les mains qui n'avaient jamais tremblé commencèrent à lui faire mal. Le dos, habitué au poids de l'acier, se courba lentement. Mais son esprit restait aiguisé, précis, invincible. Il comprit qu'il devait se préparer à la fin, non de sa vie, mais de son rôle. Tout comme il avait appris à tuer avec méthode, il apprendrait à se retirer avec dignité. L'occasion se présenta en 1618 avec ce qui serait sa dernière exécution. Un assassin nommé Georg Karl. Schmitt nota le fait sans émotion. Décapitation à l'épée, mort instantanée. Pas un mot de conclusion, pas un regret, juste une dernière ligne dans un carnet qu'il avait commencé 45 ans plus tôt. Le lendemain matin, il laissa l'épée sur la table et ne la toucha plus. Le bourreau le plus redouté du Saint-Empire romain avait décidé de ne plus jamais tuer. Mais le destin, ironiquement, lui offrit une seconde vie. Pendant des années, il avait acquis une connaissance anatomique incomparable. Il savait comment les os se brisent, comment le sang circule, où se cachent les organes vitaux. Ce savoir qu'il avait utilisé pour détruire commença à lui servir pour guérir. Les voisins, au début en secret, venaient chez lui chercher de l'aide. Ils lui demandaient de redresser des os cassés, de soigner des blessures que les médecins ne pouvaient traiter. Et Schmitt, avec les mêmes mains qui avaient brandi l'épée, posait des pansements, appliquait des onguents, suturait avec précision. Peu à peu, la peur se transforma en respect. Les gens commencèrent à l'appeler « Maître Franz », le guérisseur.
Il soignait avec la sérénité de celui qui avait vu trop de morts pour la craindre. Sa renommée s'étendit jusqu'au palais, et les nobles le recherchaient pour traiter des maladies que la médecine universitaire ne comprenait pas. En 1624, l'empereur Ferdinand II signa un décret insolite. Il déclara Franz Schmidt homme honorable, restaurant les droits que sa famille avait perdus des générations auparavant. Le bourreau maudit devint un citoyen respectable. Ses dernières années se déroulèrent entre herbes médicinales et patients reconnaissants. Il ne brandissait plus l'acier, mais la compassion. Il mourut à 80 ans, entouré de ceux qu'il aimait, et fut enterré non pas dans le coin réservé aux parias, mais parmi les citoyens ordinaires. Sur sa tombe, aujourd'hui disparue, on lisait une phrase simple. « Il servit la justice et la miséricorde avec une égale dévotion ». La vie de Franz Schmidt démontre que même dans le cœur le plus endurci peut battre une étincelle de rédemption. Que celui qui connaît le poids de la mort est, peut-être, celui qui comprend le mieux la valeur de la vie. Quand Franz Schmidt ferma les yeux pour la dernière fois, Nuremberg avait déjà changé. Les échafauds étaient démontés, les bûchers éteints, et les citoyens commençaient à se demander si la justice devait continuer à prendre la forme du sang. Mais son ombre demeurait là, gravé sur les murs et dans les chroniques, comme un écho inconfortable de tout ce dont l'Europe avait eu besoin pour se sentir civilisée. Pendant des siècles, son journal dormit en silence. Quand il fut découvert, les historiens s'attendaient à y trouver le récit d'un monstre. Au lieu de cela, ils trouvèrent l'histoire d'un homme qui avait transformé la mort en devoir, et le devoir en science. Ces pages ne sont pas un cri, mais un miroir. Elles reflètent une époque où l'ordre se maintenait par la violence et la foi justifiait la douleur. Le lire, c'est se confronter à la paradoxe de l'humanité, la capacité de justifier l'insupportable quand la loi le dicte. Schmidt n'écrivit pas sur sa culpabilité, ni sur le pardon. Il se contenta de consigner. Mais dans chaque annotation, dans chaque ligne sans émotion, on devine une question silencieuse. Quel prix son âme a-t-elle payé pour maintenir la paix des autres ? Personne ne le saura. Peut-être que sa rédemption ne vint pas des années de guérison, ni du décret impérial, mais du simple fait d'avoir compris ce qu'il faisait. Car la connaissance, même la plus sombre, peut être une forme de repentir. Aujourd'hui, son nom provoque un malaise et une fascination à parts égales. Fut-il un assassin ou un serviteur de l'ordre, un bourreau sans âme ou un homme piégé par son temps? Les réponses importent moins que la réflexion qu'il laisse derrière lui. Franz Schmidt ne fut ni un héros ni un vilain. Il fut le miroir d'une société qui avait besoin de tuer pour survivre et qui, ce faisant, se tuait un peu elle-même. Son histoire nous oblige à regarder le passé sans filtre, à nous rappeler que la justice, lorsqu'elle devient spectacle, cesse d'être justice. Et elle nous invite, peut-être, à regarder le présent avec la même question qu'il n'osa jamais écrire. Combien de violences considérons-nous encore nécessaires pour nous sentir en paix? Si cette histoire t'a fait réfléchir, partage ton opinion. Crois-tu que la cruauté peut être juste? Un homme peut-il se racheter après avoir été l'instrument de l'horreur? Laisse-le en commentaire et rejoins le débat. Car parler de la violence est le premier pas pour qu'elle ne se répète plus.